Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. Quel bonheur de partager ce moment en votre compagnie. Aujourd'hui, vous en doutez, nous allons parler football. En ce moment, on joue la Ligue des Champions. Un programme avec beaucoup de buts et beaucoup de surprises. Allez, on est parti. Et on ouvre donc une page Ligue des Champions. Si les matchs de mardi nous ont offert une moyenne de 5 buts par rencontre, les confrontations d'hier n'ont pas été avarants spectacle. Et on commence par le Real Madrid en déplacement à Liverpool. La Casablanca a été implacable contre les Reds. Une victoire nette, 3-0 avec un doublé du Français Benzema. Et un autre but de Cristiano Ronaldo. Loin de son niveau de l'année dernière, Liverpool n'a pu que constater les dégâts. On écoute tout de suite les réactions d'après-match. Nous avons concédé un premier but de manière très décevante et les deux suivants sont dus à de la négligence et ce n'était vraiment pas ce qu'il nous fallait. Évidemment, un score de 3-0 face à une équipe qui marque tant de buts, c'est une situation très dangereuse. Ça peut vraiment devenir catastrophique. J'ai quand même envie de donner de grands encouragements aux joueurs qui ont été très bons en première période. On a concédé des buts malheureux contre l'une des meilleures équipes du monde, mais on a quand même été fort techniquement en seconde mi-temps. We technically were much better. Je pense que c'est vraiment une victoire importante parce qu'on a commencé le match de la meilleure façon possible, avec une ambiance très agréable et contre un adversaire qui ne laisserait rien passer. Mais on est resté concentré et on a bien joué. Et le Borussia Dortmund est toujours aussi surprenant à la peine en Bundesliga où l'équipe a enchaîné 3 défaites de suite. Eh bien, les jaunes et noirs sont toujours aussi incisifs en Ligue des Champions. Une victoire 4-0 sur le terrain de Galatasaray avec un doublé d'Aubameyang. Et Dortmund occupe la première place du groupe D avec 3 victoires en 3 matchs. On écoute les entraîneurs des deux équipes à l'issue du match. Notre défense a été très mauvaise ce soir. Dans ce sens, vos critiques sont légitimes. Mais j'ai quand même dit aux joueurs dans les vestiaires de garder la tête haute. Ça n'a pas été facile pour nous ce soir. Les buts ont été marqués au bon moment. En tout cas, le Galatasaray n'a jamais abandonné. Ils se sont vraiment battus tout du long, rendant le match très difficile. Et toujours dans le groupe D, Arsenal qui revient de loin. Les Gunners ont été menés jusqu'à la 89e minute de jeu, mais ils ont su trouver la force mentale pour retourner le score en à peine 2 minutes. Ils s'imposent in extremis sur le terrain d'Anderlecht et échappent à une déconvenue dont se serait bien passé Arsène Wenger. On écoute tout de suite l'entraîneur alsacien. Il est évidemment soulagé, vous vous en doutez. Je pense que l'élément déterminant du match a été de ne pas encaisser le second but. Ils avaient une opportunité, ne l'ont pas saisie, et au final, la qualité des joueurs de notre équipe et leur expérience a fait la différence. Mais à partir du moment où on n'a pas encaissé le second but, je pensais vraiment qu'on avait au moins la chance d'obtenir un point. Donc au final, c'est vraiment une bonne surprise d'encaisser 3 points, surtout en considérant la qualité de jeu que Anderlecht nous a offert ce soir. Et le carton de la soirée est à mettre au crédit de l'Atlético Madrid. Les Colchoneros ont infligé une manita aux Suédois de Malmö, 5-0. C'est le score final. À noter que le Français Griezmann a marqué. Les hommes de Diego Simeone prennent la première place du groupe grâce à ce succès. On l'écoute juste après la fin du match. L'Atlético Madrid a vraiment bien joué. On a affronté la même équipe qui a laissé la Juventus dans le doute jusqu'à la 70e et quelques minutes. Les mêmes qui ont gagné contre l'Olympiakos. Je pense que l'Atlético a vraiment offert une belle prestation. L'Atlético nous a laissé amener le match dans une position confortable pour nous, à un point où on a été capable de jouer sur leurs faiblesses. Et on a été efficace et performant. Et en étant persistant et intense, on a réussi à faire de ce match le nôtre. Et puis dans le même groupe, la Juventus prend du retard. Les Italiens concèdent la défaite en Grèce face à l'Olympiakos, 1-0, c'est le score final. Une contre-performance qui évidemment ne fait pas les affaires de la vieille dame qui va devoir cravacher pour accrocher une place qualificative pour les 8e de finale. On écoute tout de suite l'entraîneur de Turin. Nous avons fait beaucoup d'erreurs techniques et les joueurs de l'Olympiakos nous ont vraiment mis une grosse pression. Ils n'ont pas arrêté de faire des contre-attaques. Dans la seconde mi-temps, nous avons mieux joué, nous avons augmenté la pression sur l'équipe adverse et pris plus de place dans leur surface. On aurait vraiment pu marquer des buts, mais on a perdu tellement d'occasions. Je suis triste par rapport à cette défaite, mais on a heureusement encore 3 matchs pour prétendre à une qualification.
Et on termine avec l'AS Monaco qui ne convainc toujours pas en Europe. Les joueurs du Rocher concèdent le match nul à domicile contre le Benfica. Un résultat honnête sur le papier, mais qui sur le terrain, eh bien, les joueurs inquiètent. Ils se sont montrés trop inconsistants pour espérer réaliser quelque chose. Ce match nul qui permet néanmoins à l'AS Monaco de rester second de son groupe. On écoute l'entraîneur monégasque. Mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons un bon match. Les premières 30 minutes très positives. Les dernières 20 minutes très fortes. Et c'est aujourd'hui un investisseur de le match. Je pense que c'est possible que Monaco peut gagner. Allez, on découvre ensemble tous les résultats de la soirée. Regardez, gros carton pour le Real, l'Atlético Madrid et Dortmund. La Juventus déçoit et perd face à l'Olympiakos. Leverkusen, Arsenal et Ludogorets l'emportent. Enfin, le seul match nul s'est joué entre Monaco et le Benfica. Cette année, la Ligue des Champions nous offre un spectacle de haut niveau. Les joueurs se dépassent, les buts s'accumulent et pourtant, le niveau vacille. Ouverte à de nombreux nouveaux championnats, la C1 accueille des clubs de niveau moyen et certains groupes manquent un peu d'enjeu. Une question se pose. Tous ces nouveaux matchs sont-ils en train de niveler la compétition vers le bas? Ce nouveau projet de Michel Platini est fortement critiqué par la planète football. Lise Barimbaud et Samuel Calvo nous en disent plus. Regardez. C'est le festival de buts en Ligue des Champions cette année. Les footballeurs se sont surpassés pour cette 3e journée de C1. Avec 40 buts marqués en 8 matchs mardi soir, dont 28 en seulement 4 matchs, c'est du jamais vu. Le champion en titre allemand a littéralement détruit l'AS Roma. Avec une victoire 7 buts à 1. Pep Guardiola peut être content des joueurs du Bayern de Munich, même s'il reste prudent. Je l'ai déjà dit, ce score de 7-1, c'est un coup de chance. Je peux vous parier n'importe quoi que quand nous jouerons dans 2 semaines, ça ne sera pas comme ça, pas du tout. Les petites équipes récemment intégrées à la Ligue des Champions grâce au nouveau fonctionnement instauré par l'UEFA résistent difficilement aux grosses écuries. L'équipe slovène de Maribor n'a rien pu faire face au leader de la Première Ligue. Chelsea s'est imposé 6-0 à Stamford Bridge. Idem pour l'Atlético Madrid. Les hommes de Diego Simeone ont atomisé les Suédois de Malmö 5-0, même si le coach des Colchoneros reste sur ses gardes. Rien n'est encore fait. Il y a encore beaucoup de tensions et nous en sommes conscients. Nous sommes très prudents. Nous sommes concentrés sur le match suivant. Nous allons jouer le match retour contre Malmö comme si c'était une finale. Encore plus inattendu, le club biélorusse du Bate Borisov a été sévèrement corrigé à domicile par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk 7-0. Le Brésilien Luis Adriano a signé un quintuplé, une performance que seul Léo Messi avait réussi jusque-là. Tous ces buts posent la question de l'intérêt des matchs. Face aux grands, les petits ne peuvent rien et le niveau de la compétition est tiré vers le bas. Depuis 1992, la phase de groupe de la C1 a été élargie de 8 à 32 équipes. Plus de matchs, donc plus de bénéfices financiers pour l'UEFA, mais un intérêt footballistique qui baisse. Le prétexte d'une ouverture à d'autres nations de football, voulu par Michel Platini, n'a rien changé. Les petites équipes disparaissent très vite de la Ligue des Champions. La supériorité des clubs historiques demeure et la vraie compétition ne commence qu'en 8e de finale. Et puis concernant la tenue de la CAN au Maroc, Michel Platini a expliqué que la santé des gens était prioritaire et qu'il faut avant tout se référer aux instances mondiales de la santé au sujet du report éventuel de la CAN à cause d'épidémie du virus Ebola. Eh bien, cette déclaration a fait vivement réagir la CAF, l'instance dirigeante du football africain qui n'entend pas laisser qui que ce soit interférer dans les gestions de ses affaires. Alors ce mercredi, le président de l'UEFA a vertement répondu à la CAF qu'il n'a jamais été question de rentrer dans les affaires de personne et qu'il attend des excuses formelles. Football, toujours on part cette fois-ci pour Bordeaux. Le nouveau stade est en travaux, une enceinte d'une nouvelle génération qui compte 42 000 places assises, conçue pour accueillir des compétitions sportives et des événements culturels. Il devrait être inauguré au printemps 2015. Tous les matchs des Girondins de Bordeaux vont s'y dérouler, mais aussi les matchs de l'Euro 2016, puisque c'est un stade officiel pour la compétition. Et bonne nouvelle pour Bordeaux, le lobbying des villes hautes a bien marché puisque l'UEFA va verser 20 millions d'euros à se répartir entre 10 villes organisatrices. Et puis après son exploit face à la Roma mardi, le Bayern de Munich continue son périple en Italie, mais dans un cadre complètement différent. Les Munichois ont été reçus par le pape François en audience privée. Le souverain
Pontif, grand amateur de football, devrait recevoir 1 million d'euros de la part de l'équipe allemande. On va valoir sur la recette d'un prochain match amical. Les deux capitaines de l'équipe, Philipp Lahm, Emmanuel Neuer, ainsi que l'entraîneur Pep Guardiola ont remis au pape un maillot rouge et bleu, frappé du numéro 1 et au prénom de Franciscus, signé par tous les joueurs. Le pape a conclu la rencontre en distribuant des chapelets bénis par ses soins. Et si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive cette semaine, eh bien, il y en a une qui n'a rien raté. C'est Lise Barenbaum. Je vous laisse en sa compagnie, puis on se retrouve tout de suite après. Allez, on démarre notre revue de presse sportive avec un hommage dont nous parle le journal allemand Der Tagesspiegel. À l'occasion d'un film diffusé à la télévision, l'Allemagne redécouvre Kurt Landauer, le premier président juif du Bayern de Munich. Un homme qui a forgé l'identité du club et dont la figure a longtemps été occultée. Pourtant, le 3 octobre 2009, à l'Allianz Arena, une gigantesque banderole est déployée par un groupe de supporters. Il y est inscrit « Le FC Bayern était sa vie, rien ni personne ne peut changer ça ». Ce fils de marchand juif, Landauer, a d'abord été joueur du Bayern avant de le diriger à 4 reprises entre 1913 et 1951. Puis il a été écarté du club par les nazis en 1933 avant d'être déporté à Dachau, puis libéré pour sa participation à la Première Guerre mondiale. Il émigre ensuite en Suisse, ce qui lui permet de survivre. Aujourd'hui, ce téléfilm diffusé sur la télévision publique allemande brise le silence. Regardez un extrait de la bande-annonce. Et puis on reste dans le monde du football avec un article du Point qui revient sur le match Serbie-Albanie qui s'est déroulé mardi dernier à Belgrade dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2016. À la fin de la première période, un drone s'invite au-dessus de la pelouse. Il traîne un drapeau représentant la carte d'une grande Albanie qui inclut le Kosovo et les régions de Macédoine et du Monténégro où vivent des minorités albanaises. Une provocation considérée comme insupportable par l'un des joueurs serbes qui arrache l'oriflamme. S'ensuit une mêlée énorme sur le terrain entre hooligans déchaînés et footballeurs alors que le service d'ordre n'intervient même pas. La rencontre est finalement annulée. Pour les dirigeants serbes, cette esclandre était préméditée. Tout ce qui s'est passé hier soir au stade a été minutieusement préparé avec un seul objectif, montrer que la Serbie est un pays à haut risque, que l'État ne peut pas garantir la sécurité et qu'il n'est pas capable de recevoir des invités du monde. Un article paru dans Libération en profite d'ailleurs pour lister les matchs de foot à forte tension diplomatique. Dernier exemple en date, la rencontre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud lors des éliminatoires du Mondial 2010 à Shanghai en 2008. Deux pays en guerre depuis plus de 50 ans s'affrontent alors. Score final 0-0 dans un match d'une grande correction. Dans les années 70 aussi, la Chine communiste et les États-Unis s'étaient rapprochés grâce à la diplomatie du ping-pong. Des situations bien lointaines, des des Balkans qui se règlent parfois aujourd'hui dans les stades. Et puis on se quitte avec ces images d'Edinson Cavani rapportées par le Figaro. Le joueur du PSG s'est vengé de son carton jaune face à Nicosie après avoir été exclu contre Lens pour avoir mimé un tir de carabine en direction de la tribune lensoise. L'Uruguayen a réservé une surprise au public. El Matador a préféré viser la pelouse, cette fois-ci un joli pied de nez aux arbitres. Et alors que Serena Williams a quitté les cours de Singapour la tête basse hier, eh bien la numéro 1 mondiale s'est bien reprise lors de son second match de Master. Elle a battu sèchement Eugénie Bouchard en 2-7, 6-1, 6-1 en à peine 57 minutes de jeu. La tenante du titre impérial au service est bien meilleure forme que la veille, repasse en deuxième position du groupe rouge. En attendant le dernier duel entre Alep et Anna Ivanovic vendredi matin, Alep qui grâce à cette défaite de Bouchard est déjà qualifiée pour les demi-finales. Et puis grande nouvelle dans le monde du cyclisme, le parcours du Tour de France 2015 a été dévoilé sur une distance de 3344 km. Les coureurs vont affronter 5 arrivées en altitude comme en 2014. Beaucoup de hautes montagnes l'année prochaine en perspective. 2 étapes seront courues dans les Pyrénées, 3 autres dans les Alpes et une dans le Massif central. Le départ de la 102e grande boucle aura lieu le 4 juillet prochain et commencera aux Pays-Bas avec ce programme. Les amoureux de cyclisme ont déjà l'eau à la bouche. On écoute tout de suite Thibaut Pinot, le grand espoir français.
Pour un beau Tour de France, un Tour de France divisé en deux, on va dire une première semaine assez compliquée quand même avec des pavés, du vent, des risques de chute, donc il faudra faire attention à tout ça et après une deuxième partie où les grimpeurs vont pouvoir vraiment s'exprimer. Je suis encore loin, je pense des 4 on va dire de Contador, Froome, Nibali, ça, je suis encore un peu loin de leur niveau, mais on va dire que je me situe juste derrière eux et j'espère encore progresser pour un peu les titiller dans les futures années. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain pour encore plus de sport. L'info, c'est maintenant sur i24 News. Vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait, alors surtout restez avec nous.